Bonjour, alors aujourd'hui commencent les oraux d'agrég externes et on va peut-être arrêter de parler justement de préparer à l'oral d'agrég externe parce que ça y est, les jeux sont faits on va dire et je propose de passer à des mathématiques moins agrégatives mais plus récréatives. Et ça faisait un moment que j'avais envie de parler des suites de Farey. C'est un joli sujet on peut en parler à tous les niveaux, c'est ça qui est extraordinaire, c'est vraiment exemplaire, c'est typique de l'arithmétique, de cette belle arithmétique qu'on aime, qu'on peut raconter presque à un enfant, on va dire à quelqu'un qui est en sixième, cinquième, et qui en même temps garde son mystère et partage des arcanes avec les hypothèses de Riemann et des choses qu'on n'a pas complètement comprises. Donc ça, il y a un énorme champ entre la simplicité des objets qu'on utilise et la profondeur qu'ils peuvent avoir. Voilà. J'espère que j'ai bien vendu. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une suite de Farey? C'est une suite finie pour chaque n entier positif. Par exemple, pour n égale 1, ça va être 0 sur 1 et 1 sur 1. Pour n égale 2, c'est 0 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 1. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez compris, ça va être des entiers rationnels dont l'écriture rationnelle en quotient de nombre rationnel premier entre eux, hein, d'accord. Dans l'écriture, le dénominateur ne dépasse pas le n, donc ici, d'accord, et ces rationnels sont compris entre 0 et 1, et on les écrit de façon ordonnée. Voilà, hein, vous voyez le problème. Alors donc, vaut mieux le regarder par l'exemple. Donc pour n égale 3, maintenant on va retrouver 0, 1, 1 demi et 1 sur 1, voilà. Mais maintenant on se permet, entre 0 et 1, de regarder des nombres rationnels dont le dénominateur est 3. Voilà. Et là, on va rajouter donc 1 tiers et 2 tiers. Et on les place de sorte à ce que ce soit croissant. Voilà, n égale 4, ça va être pareil, mais il va falloir ajouter 1 quart. Alors 2 quarts, c'est déjà 1 demi, donc c'est déjà rajouté, et 3 quarts. N égale 5, et bien là, on va rajouter, donc c'est la même suite auquel on rajoute 1 cinquième, 2 cinquièmes qui va s'insérer entre 1 tiers et 1 demi, 3 cinquièmes qui s'insèrent entre 1 demi et 2 tiers, et 4 cinquièmes qui s'insèrent entre 3 quarts et 1. Et 1 sur 1. Bon, vous avez compris la suite de Farey. Donc pour n données, la suite va être Rmn, où m va aller de 1 jusqu'au nombre d'éléments de la suite de Farey. Alors le nombre de termes de la suite de Farey, c'est Ln. D'accord? Donc vous voyez que L1 c'est 2, L2 c'est 3, L3 c'est 5, L4 c'est 7, c'est incroyable, on dirait que c'est la suite des nombres premiers. Hein. L5, bingo, c'est 7 plus 4, donc ça va être 11. L6, ça va être 13. Là, on croit halluciner. Mais L7, il va falloir ajouter 6 à 13. Et là, ça va faire 19, donc il n'y a pas 17. C'est pas la suite des nombres premiers, et puis c'est pas toujours des nombres premiers, évidemment. Bon, donc c'était juste au début. Bon, alors, on a L0, on va dire par convention, c'est 1. Et en fait, qu'est-ce que c'est que Ln? Si on doit regarder cette suite par récurrence, si on cherche une formule de récurrence, Ln est égal à Ln-1, puisque regardez, on va passer de 3 à 4. Donc on prend, voilà, L3, et L4, c'est égal à L3, plus, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté 1 quart et 3 quarts. Donc, mais pas 2 quarts, parce que 2 quarts, c'était déjà là. Donc, ce qu'on rajoute, c'est les fractions qui sont irréductibles, déjà avec un dénominateur 4. Donc, ça veut dire que on a rajouté là 1 et 3, parce que 1 et 3, c'était les seuls nombres entre 0 et 4 qui étaient
premier avec 4. Parce que si ça se réduit, eh ben, on va se retrouver sur quelque chose qui a déjà été écrit. Donc, Ln est égal à Ln-1 plus le nombre d'éléments entre 1 et n, entre 0 et n, si on veut, qui sont premiers avec n, c'est-à-dire phi de n. Bon, alors phi de n, ou phi, c'est l'indicatrice de l'air. Donc ça veut dire que Ln indice n, c'est 1, à cause du n0, plus la somme de n supérieur ou égal à 1 de phi de n. Parce que phi de 0, on ne le définit pas, donc il y a ce 1 qui est un petit peu artificiel. Alors là, ça devient ce que je vous avais dit. Vous voyez, cette partie-là, vous pouvez pratiquement en parler à quelqu'un qui a très peu de maths, qui connaît juste, qui a une calculette. Vous pouvez, peut-être si vous êtes enseignant, par exemple, en collège, vous pouvez faire une activité mathématique ou une activité de type un peu IREM, en quelque sorte, avec des gens du collège, quoi, de regarder ces choses-là et de les observer, c'est ce qu'on va faire, de faire des observations sans plus de réflexion, parce que, bon, si on va aller plus loin, on voit que c'est infini, mais là, ça y est, on atteint des choses de type fonction de zeta de Riemann. Et oui, regardez, Ln qui est égal à la somme de phi de n, si on veut avoir un équivalent en infini, eh bien regardez, je dis que l'équivalent, c'est, on regarde l'ensemble des couples AB. A compris entre 1 et n. On regarde tel que A et B sont premiers entre eux. Et on regarde le cardinal. Qu'est-ce que c'est? Ça, j'ai déjà fait dans une vidéo. Vous avez B, vous partez de B, et vous comptez les A qui sont premiers avec B. Et B va de 1 à n. Donc ça va bien donner exactement ceci. La somme des n supérieurs ou égal à 1 de phi de n. Mais maintenant, vous pouvez aussi échanger les rôles de A et B, parce qu'on est en train de regarder des couples ici. D'accord? Donc, en fait, ce cardinal-là est égal au double de ça. Alors, pas tout à fait le double, parce que il y a un cas où on peut dire que A est égal à B avec A premier avec B, si A égale B égale 1. Donc il y a le couple 1-1 qu'il faudrait enlever, mais sinon, j'affirme que ceci est équivalent quand n tend vers plus l'infini, juste à cause de ce... C'est pas tout à fait égal à cause de cette exception 1-1. Eh bien, ceci, c'est égal à 1 demi du cardinal de l'ensemble de ces couples-là. Donc ça, c'est quelque chose de facile à voir en combinatoire. Bon, maintenant, plus difficile, mais ça a été fait dans une vidéo, c'est aussi fait dans Carnet de voyage en analyse temps, c'est que la probabilité parmi n2 nombres, ces n2 nombres-là, hein, de couple AB, compris entre 1 et n, la probabilité d'obtenir un couple de nombres premiers entre eux est égale à 6 sur pi2, c'est-à-dire l'inverse de la fonction zeta en 2. D'accord? Bon, alors je vous dis, c'est fait dans une vidéo, vous pouvez la trouver sur mon site, et puis c'est fait aussi dans Carnet de voyage en analyse temps. Plus généralement, la probabilité d'avoir m nombres, un m-uplet, de choisir un m-uplet de nombres globalement premiers entre eux, compris entre 1 et n quand n tend vers l'infini, c'est 1 sur zeta de m. D'accord? Mais bon, alors ça, c'est pas toujours connu, mais 1 sur zeta de 2, bah, c'est 6 sur pi 2. Donc la probabilité, c'est 6 sur pi 2. Quand on divise par 2 à cause voilà, de la symétrie entre les couples, bah, ça va devenir 3 sur pi 2. Et comme c'était une probabilité, là, il faut multiplier par le nombre total, et donc c'est n2. Donc ça veut dire que le nombre d'éléments de la suite de Farey, on en a un équivalent, c'est 3n2 sur pi2. Pas mal? C'est déjà bien pour un début.
Alors maintenant, allons-y sur... On va revenir à des petites constatations qu'on peut faire avec des enfants, quoi, pratiquement. Regardons deux termes consécutifs, h sur k et h' sur k'. Alors, quand je dis h sur k, ce sera toujours, bon, a priori, comme ça, des éléments premiers entre eux. Donc des fractions réduites, quoi. H sur k et h' sur k', eh bien on a toujours h'k, alors c'est des termes consécutifs, hein, donc lui est plus grand que lui, et il n'y a rien entre les deux, hein, dans une des suites de Farey. Eh bien on va avoir h'k moins hk' est égal à 1. Donc par exemple, regardez, vous allez avoir 2 fois 2 moins 1 fois 3 qui est égal à 1. Ici vous avez 3 fois 1 moins 2 fois 1 qui est égal à 1. Ici, je sais pas, je vais prendre celui-là. 3 fois 2 moins 5 fois 1, ça fait 1. 5 fois 1 moins 2 fois 2, ça fait 1. Je sais pas, moi, 5 fois 2, 10, moins 3 fois 3, 9, ça fait 1, etc. Donc, voilà. Voilà, donc on fait cette constatation. C'est des constatations qu'on peut, je vous dis, faire avec des collèges, je pense. Voilà, travailler comme ça sur les fractions. Et en même temps, on va voir que c'est lié à des propriétés assez profondes de la géométrie des réseaux. Voilà. Autre chose, encore mieux, que je trouve beaucoup plus impressionnant encore, quand on prend 3 termes consécutifs de la suite de Farey, d'une suite de Farey pour un certain n donné, eh bien, 3 termes consécutifs, le premier c'est h sur k, le dernier c'est h' sur k', et celui du milieu c'est h seconde sur k seconde, eh bien, h seconde sur k seconde est égal à h plus h' sur k plus k', qui est quand même vraiment encore quelque chose d'extrêmement étonnant. Alors regardons ça. Lui, par exemple, de cinquième, eh ben, c'est 1 plus 1 sur 3 plus 2. C'est vraiment étonnant. Ici, par exemple, vous avez 2 tiers, c'est 1 plus 3 sur 2 sur plus 4. 2 tiers, c'est 1 plus 3 sur 2 plus 4. Mais cette fois-ci, c'est après réduction. Hein, parce que là, ça va faire 4 sixièmes, donc 2 tiers. Voilà. Bon, eh bien, voilà. Donc là, maintenant, je propose... Donc là, la preuve de Ln, bon, bah ça, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder cette vidéo ou voir ça dans Carnet de voyage en un instant. Mais pour ces deux théorèmes, voilà, le but de cette vidéo, c'est de démontrer ces deux théorèmes. On va commencer par montrer que le théorème 1 implique le théorème 2, et ensuite on montrera le théorème 1 qui est un petit peu plus impliqué. Alors on va montrer que le théorème 1, c'est-à-dire le fait que ça fois ça moins ça fois ça fait toujours 1 hein, dans des termes consécutifs, implique le théorème 2, c'est-à-dire que lui va se retrouver être obtenu par la somme des numérateurs de ça sur la somme des dénominateurs, qui n'est pas toujours irréductible, hein, comme on a vu ici. Alors donc on veut montrer ça à partir du théorème 1. Donc bon, allons-y. Étant donné que ces trois-là, donc h sur k, h seconde sur k seconde et h' sur k', sont des termes consécutifs, si on admet le théorème 1, alors, on l'écrit tout bêtement, hein, ça veut dire que k h seconde moins h k seconde est égal à 1, puisque h seconde sur k seconde est consécutif à h sur k, et que moins k' h seconde plus h' k seconde est égal aussi à 1, pour la même raison pour ces deux-là. Bon, alors maintenant on a ça, et bien on va regarder ça comme un système de paramètres h, k, h', k', et d'inconnus h seconde, k seconde. C'est un système linéaire. Donc on va faire ça par l'élimination. J'élimine k seconde. Comment j'élimine k seconde? En multipliant par h' ici, en multipliant par h ici, et en additionnant. Donc le membre de droite, ça va être h plus h'. Et le membre de gauche, on a éliminé k', on va pouvoir mettre h seconde en facteur, et on va avoir h'k moins hk'. Voilà. Et de la même manière, on obtient k seconde, facteur de la même chose. Donc évidemment, là on va multiplier par k' ici et k ici. Et on a k plus k'. Donc maintenant,
même si ceci n'est pas supposé égal à 1, d'accord, eh bien, on sait que quand on va quotienter ça divisé par ça, il va y avoir élimination et il va rester ça. Donc, on a bien prouvé ce que l'on voulait. Voilà. Il reste maintenant plus qu'à montrer le théorème 1. Alors, la preuve du théorème 1 puis théorème 2, c'était quand même assez facile. Ça pouvait se faire avec des méthodes de système linéaire, style seconde, je pense. Mais là, le théorème 1, là, c'est un peu plus difficile. Là, on passe plus à la licence parce qu'il va nous falloir un peu de langage matriciel et du déterminant. Alors, regardez, on va travailler dans des réseaux. Bon, des réseaux, c'est-à-dire juste là, Z2, donc c'est les points entiers, l'ensemble des points entiers, la coordonnée entière du plan. Et on va faire, bon, la preuve va avoir une petite saveur Minkowski, c'est-à-dire faire de la géométrie des réseaux. Mais attention, c'est du Minkowski, mais du Minkowski light. Bon, regardez, donc ici, je vais interpréter dans le réseau Z2, cette suite de Farey là, c'est quoi? Je vais, puisque les dénominateurs sont tous inférieurs à 4, eh bien, je vais rester à l'intérieur de ce carré, parce que comme les dénominateurs sont inférieurs à 4, ça veut dire que x, qui va être le dénominateur, ça va être inférieur à 4, et comme les nombres sont inférieurs à 1, c'est-à-dire que y, le numérateur, puisqu'on va calculer des pentes, et les pentes c'est y sur x, eh bien y va être inférieur à x, qui est inférieur à 4, donc on est bien dans ce carré-là. Maintenant, regardez, vous avez ici, on va avoir les 7 pentes, ici, correspondant aux 7 éléments de la suite de Farey, voilà 0 sur 1, voilà 1 sur 4, 1 tiers, 1 demi, la pente 1 demi, la pente 2 tiers, la pente 3 quarts, et la pente 1. Voilà. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces pentes? On est en train de regarder deux éléments consécutifs. Donc on est en train de regarder deux pentes consécutives. Et donc là maintenant, j'introduis lambda. Bon, c'est un réseau, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est qu'un réseau, et la théorie ni la théorie des réseaux, mais j'appelle lambda l'ensemble des z combinaisons linéaires de hk, h'k'. Donc j'ai pris l'exemple ici. Voilà donc ça, cette pente, c'est h sur k. Donc ici, je vais avoir k en abscisse et h en ordonnée. Et cette pente-là, c'est h' sur k'. Donc ici, je vais avoir k' en abscisse et h' en ordonnée. Et je regarde les points de coordonnées h sur k, h' sur k'. Et je vais regarder ce réseau-là, lambda, l'ensemble des z combinaisons linéaires de ces deux points, donc ici, de ces deux points-là, ici. Et je vais montrer que, dans un premier temps, ce que je veux montrer, c'est que lambda, c'est exactement égal à z2. Alors, la première chose que je peux remarquer, c'est que les seuls points entiers du parallélogramme P engendré par ces deux vecteurs, ce sont les sommets du parallélogramme. Alors pourquoi? Alors, regardez, j'ai dessiné ici, voilà, j'ai repris ces deux vecteurs. Là, je regarde le parallélogramme engendré par ces deux vecteurs. Bon, il est très mal dessiné, mais bon, on imagine. C'est le parallélogramme. Et j'affirme que les seuls points entiers du réseau, ce sont les sommets. Il n'y a pas d'autres points ici à l'intérieur. Pourquoi? Alors, je dessine ici en pointillé le demi-parallélogramme, que je reprends ici en pointillé là. Supposons que j'ai quelque part un point entier, que je mets par exemple là. Alors comme le parallélogramme est symétrique ici, je vais avoir à chaque fois un correspondant à l'intérieur de ce demi-parallélogramme. Donc il suffit que je montre que je n'ai pas de point entier du réseau, parce que le symétrique d'un point entier, c'est un point entier. Il suffit que je montre que je n'ai pas un point entier du réseau dans le demi-parallélogramme. Mais étant donné que, d'une part, h sur k est irréductible, est une fraction irréductible, je ne vais pas avoir de point entier
du réseau entre ce point-là et ce point-là, d'accord, entre 0 et... Parce que sinon, ce serait contraire à l'irréductibilité de la fraction, voilà. Et d'autre part, comme les deux entiers dans la suite de Farey sont consécutifs, il ne peut pas y avoir de point à l'intérieur, strictement à l'intérieur, d'accord, sinon j'aurais une fraction de la suite de Farey qui viendrait s'intercaler entre les deux. Or, ils sont consécutifs. Donc, ce sont des sommets plus ce sommet-là. Voilà, à cause de la symétrie. Bien, alors, maintenant, avec ça, on va pouvoir démontrer que lambda est égal à Z2. Donc, que tout couple d'entiers peut être Z combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Voilà. Comment on va montrer ça? D'abord, soyons raisonnables. Étant donné que ces deux vecteurs sont linéairement indépendants sur R, d'accord, ils ne sont pas collinéaires, ça c'est clair, eh bien, ils forment une base du plan. Donc, un élément AB dans Z2, on sait forcément qu'il peut s'écrire XHK plus X'H'K', donc combinaison linéaire, mais R combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là, bien sûr. Bon, ça c'est clair pour tout le monde. Donc X et X' sont dans R. Maintenant, je vais décomposer X en la partie entière de X plus X0, qui va être la différence entre X et sa partie entière. Et pareil pour X'. Donc ça veut dire que là, je vais me ramener à AB égale X0 HK plus X'0 H'K', plus, là, on est dans une combinaison entière de ça. Donc on est dans ce qu'on a appelé grand lambda. D'accord? Donc AB, il appartient à ça. Mais cette fois-ci, X0 et X'0 sont supérieurs ou égales à 0 et strictement inférieurs à 1. Après notre construction, où on a pris la partie entière. Et maintenant, on remarque que ce point-là, d'accord, il est entier, puisque c'est la différence entre ça qui est entier et ça qui est entier. Donc c'est un point entier, et il est à l'intérieur du parallélogramme. Donc forcément, c'est un sommet, et ça veut dire que x0, x'0, c'est soit 0, soit 1, mais comme ça ne peut pas être 1, ils sont tous nuls. Donc ça, c'est nul, et ce qui fait que AB appartient à lambda. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a montré? C'est que tout point entier est combinaison linéaire à coefficient entier de mes deux points ici. Alors, je vais prendre deux cas particuliers, ça me suffit, puisque je suis dans le plan, et les deux cas particuliers, c'est la base canonique, AB égale 1, 0, et AB égale 0, 1. Dans le premier cas, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner un couple R1 et R'1, tel que qui va faire le job pour 1, 0. C'est-à-dire ici, je peux l'écrire maintenant matriciellement, ça m'arrange de l'écrire matriciellement, vous vérifiez que ça veut dire qu'il existe R1, R'1, tel que cette matrice-là fois cette matrice colonne est égale à 1, 0. Et de la même manière pour 0, 1, avec une autre matrice colonne. Maintenant, j'appelle grand H cette matrice, et grand R, la matrice des colonnes R1, R'1 et R2, R'2. Donc ces deux matrices carrées, ce sont deux matrices à coefficient entier, d'accord? C'est pour ça qu'on a fait tout ce boulot. Et quand on va concaténer cette équation-là et cette équation-là, on obtient H fois R est égal à IN, l'identité, puisqu'on va avoir 1, 0, 0, 1. Donc maintenant, j'ai plus qu'à prendre le déterminant, et je vois que le déterminant de H fois le déterminant de R, ça fait 1. Donc ça veut dire que le déterminant de H, c'est un inversible de Z, puisque le déterminant de H et le déterminant de R sont dans Z, et donc ça veut dire que det de H est égal à plus ou moins 1. Mais forcément, quand j'ai décidé de faire H' K moins K H', c'est strictement positif, parce que lui est plus grand que lui. Du coup, on voit que ce déterminant HK' moins H'K, il est négatif à cause de ça, et donc il est égal à moins 1, ce qui va nous donner que H'K moins H'K' est égal à 1.
comme annoncé, et on a démontré le théorème 1. Donc voilà, c'était les merveilles de la suite de Farey, mais elle n'a pas encore tout dit, elle n'a pas encore donné toutes ses applications, et on va voir dans une prochaine vidéo que vraiment cette suite de Farey a une ampleur énorme. On voit qu'elle est emblématique d'une certaine vision de l'arithmétique qui fait qu'on appelle l'arithmétique le jardin des délices, hein, d'après le triptyque de Jérôme Bosch, elle est située entre l'enfer des démonstrations et des hypothèses de Riemann et des choses sur lesquelles l'humanité s'est cassée les dents, et le paradis de la simplicité des énoncés qui la rendent complètement alléchante. Voilà.